Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité. Il s'agit de l'égalité dans le monde du travail entre les femmes et les hommes. Mais en réalité, on devrait plutôt parler d'inégalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Et c'est bien là le problème. En effet, les femmes sont globalement moins bien payées que des hommes pour un travail équivalent. C'est un peu comme quand vous trichez sur votre camarade de classe et que finalement, vous obtenez une meilleure note que lui. Il a totalement le droit d'être dégoûté. Et donc, aujourd'hui, on va tenter de comprendre quelles sont ces inégalités et comment l'État fait pour lutter contre celles-ci. Commençons par répondre à une question toute simple. Est-ce qu'il y a vraiment des différences de salaire entre les hommes et les femmes qui exercent un travail équivalent? La réponse est oui. Même si tous les instituts de sondage ne sont pas exactement sur les mêmes chiffres, ils remarquent tous une différence de salaire entre les hommes et les femmes qui exercent une même profession. Et cette inégalité, elle est plus ou moins grande selon le secteur d'activité. Par exemple, dans le secteur bancaire, les inégalités sont extrêmement grandes. C'est d'ailleurs le secteur où il y a le plus d'inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Selon Eurostat, qui est l'institut de sondage européen, l'écart salarial en France en 2021 s'élevait à 16,5%. Pour quelqu'un au SMIC qui touche environ 1600 euros bruts par mois, l'écart il est d'environ 264 euros par mois. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près une paire d'AirPods Pro par mois. Je vous vois venir. Vous allez me dire que la situation progresse désormais, et que ce n'est plus qu'une question de temps avant que la situation ne s'améliore. Eh bien, ce n'est pas aussi simple que cela. Avec le Covid, les inégalités salariales entre les hommes et les femmes auraient augmenté de l'ordre de 1%. Et puis les économistes qui travaillent sur cette question de l'égalité salariale estiment qu'au rythme où vont les choses, les femmes et les hommes devraient avoir un salaire égal d'ici 2234 pour un travail équivalent. 2 siècles, c'est le temps qu'il faudrait pour atteindre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Pour beaucoup, c'est bien trop long et l'État doit agir dès à présent. Mais concrètement, que fait l'État face à cette question? Petit retour en arrière dans l'histoire. Le 13 juillet 1965, une loi autorise les femmes à travailler sans l'accord de leur mari. Jusqu'alors, les femmes devaient obtenir l'accord de leur père ou bien de leur époux pour pouvoir travailler. C'est un premier pas vers l'insertion des femmes dans le monde du travail, et c'est un premier pas vers l'égalité salariale, même si elle est encore très loin d'être respectée. En 1972, on introduit dans la loi le principe suivant: à travail égal, salaire égal. La loi oblige donc les entreprises à rémunérer de la même manière les hommes et les femmes qui effectuent un travail similaire. Mais encore aujourd'hui, cette loi n'est pas respectée dans toutes les entreprises. En 1983, la loi Roudy prévoit l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. On introduit également dans la loi l'idée que, à travail de valeur égale, salaire égal. Cela vise à rétablir l'équité de salaire entre différentes professions. En effet, on a remarqué que les professions où il y a majoritairement des femmes sont souvent moins bien rémunérées que les professions où il y a majoritairement des hommes. Enfin, en 2011, la loi Copé-Zimmermann oblige les entreprises du CAC 40, ce sont donc les plus grandes entreprises françaises, à ce que leur conseil d'administration soit composé d'au moins 40% de femmes. Cette mesure vise à mettre fin au plafond de verre. Ce plafond de verre, il est souvent évoqué comme étant un frein dans la carrière des femmes. Mais le plafond de verre, c'est quoi? C'est l'idée que certes les femmes peuvent progresser dans la hiérarchie sociale, mais elles seront forcément bloquées à un moment donné dans leur progression. C'est ce qui explique qu'il y ait aussi peu de femmes à la tête des grandes entreprises, ou bien qu'il y ait aussi peu de femmes à des postes bien placés. Les raisons évoquées pour justifier le plafond de verre sont nombreuses. Les femmes feraient passer leur famille avant l'entreprise. Elles seraient trop sensibles. Elles n'auraient pas les épaules. Mais aucune de ces justifications ne repose sur des éléments scientifiquement prouvés. L'une des raisons qui expliquerait que les femmes soient moins bien payées que les hommes, ce seraient les professions qu'elles exercent. On remarque que les métiers à prédominance féminine, c'est-à-dire ceux où il y a une majorité de travailleurs qui sont des femmes, sont moins bien payés. C'est notamment le cas du métier d'infirmière ou d'infirmier, où 90% des personnes qui travaillent dans ce milieu sont des femmes. Il y a aussi le cas du métier d'enseignant, où 60% des enseignants sont des femmes. La question que l'on peut légitimement se poser maintenant, c'est comment renverser tout ça? Plusieurs pistes sont à l'étude afin de réduire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. La première de ces pistes, c'est l'égaconditionnalité. C'est-à-dire qu'avec l'égaconditionnalité,
Les entreprises qui ne respectent pas l'égalité entre les hommes et les femmes pourraient ne plus accéder à certaines subventions publiques ainsi qu'aux commandes de l'État. C'est un projet qui est en discussion depuis 2014 mais qui n'a toujours pas été adopté. On pourrait également revaloriser les salaires à prédominance féminine. C'est une mesure qui a été prise au Québec. Elle a depuis été étendue à tout le Canada. Elle semble donc avoir porté ses fruits, mais le problème c'est qu'elle coûte très cher à mettre en place, à la fois pour l'État et pour les entreprises. Il y a aussi l'idée d'un congé parental. Pour l'instant, en France, il existe le congé maternité et le congé paternité. Et certains économistes pensent qu'il faudrait créer un congé parental payé à égalité pour le père et pour la mère. En effet, si les femmes s'arrêtent plus longtemps que les hommes, lors d'une naissance, c'est souvent parce qu'elles gagnent moins bien leur vie que leur mari, et que donc le fait qu'elles s'arrêtent, ça fait perdre moins d'argent au foyer que si son mari s'arrêtait. Mais le monde de l'entreprise, ce n'est pas qu'un salaire. Les inégalités salariales représentent également une violence sexiste à l'égard des femmes. Et sur ce sujet, nous avons interrogé le collectif féministe Nous Toutes de Lille. Voici leur réponse à nos questions. Oui, tout à fait. Le monde du travail fait partie déjà intégrante de notre société. Donc, et on y évolue tous avec le patriarcat et le sexisme duquel on est ancré. Donc, forcément, le monde du travail, c'est un monde où il y aura, comme partout ailleurs dans notre société, du sexisme. Mais plus encore, les violences sexistes sexuelles sont vraiment liées à des dynamiques de pouvoir. Et en fait, dans le monde du travail, il y a des dynamiques de pouvoir qui vont même, je pense, pouvoir majorer l'apparition de violences sexistes. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que le fait qu'une violence sexiste soit commise par un supérieur hiérarchique est un facteur aggravant aux yeux de la loi de la commission d'une violence sexiste. D'ailleurs, subsiste toujours dans un contexte où le sexisme et le patriarcat, il existe toujours. Et en fait, je pense que c'est un plafond qui est au-dessus de toutes les femmes, mais de toutes les femmes en général, et qu'ensemble, en fait, ensemble, on le casse. Parce que quand il y en a une qui atteint des plus hautes fonctions et qui va montrer à la société qu'elle est capable, ça va permettre d'élever même un petit peu les autres femmes. Et en fait, on s'élève ensemble. Et oui, le plafond de verre, il existe aujourd'hui, on ne va pas se leurrer. Mais pour autant, au plus il y a de femmes qui accèdent à des professions et à des situations hiérarchiques hautes, à des professions, qui intègrent des professions qui sont jugées masculines, des postes de direction qui sont plus jugés masculins. Et en fait, quand une femme avance, elle fait avancer toutes les autres aussi. Parce que c'est une cause, en fait, c'est la lutte contre le sexisme et contre le patriarcat qui est à ce moment-là. Moi, c'est une petite image que j'aime bien, c'est qu'est-ce que le plafond de verre? Pourquoi est-ce que le plafond de verre? C'est aussi parce que j'aime bien cette petite image du départ dans la vie avec une course et où les hommes, eux, ils vont courir et vont filer droit et où les femmes, elles vont, ça va être plus difficile parce qu'il y a plein de petites choses. Et ben dans le milieu du travail, il y aura, hop, bah, par exemple, éventuellement, les stéréotypes sexistes, le plafond vers truc machin. Et en fait, donc, pour que cette femme puisse avancer aussi loin que l'homme, elle devra malheureusement plus se battre aujourd'hui. Et c'est aussi ça le plafond vert. Et c'est une violence sexiste parce que refuser à une femme d'être payée autant qu'un homme, c'est une discrimination hyper violente de lui dire parce que notre salaire, on ne va pas se mentir, il nous permet aussi de valoriser notre travail. Et donc, du coup, payer moins une femme pour le même travail, c'est lui dire qu'elle a moins de valeur dans son travail. Donc, c'est une violence sexiste incroyable parce que c'est le salaire, c'est un moyen de subsistance, c'est vraiment, c'est renier plein de choses et le droit d'exister en tant que personne à cette femme parce qu'on lui dit qu'elle n'est qu'une femme. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement violent. Et pourquoi est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Bah, déjà, j'ai envie de dire que c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ça ne devrait pas. Mais je pense que parce il y a plein de préjugés qui perdurent de ce sera à son mari de rapporter l'argent à la maison, ou alors un homme a besoin de gagner plus d'argent, donc du coup, j'ai un homme, une femme, bah, du coup, dans mon équipe, bah, du coup, je vais donner un plus grand avancement à l'homme.
je pense que c'est pas facile, hein, parce que ça dépend toujours de plein de contextes et qu'on voit bien que si une femme parle par moment, parce on dit souvent aux femmes parler, c'est bien drôle, mais souvent quand une femme parle et témoigne de harcèlement sexuel, au final, c'est elle qui va devoir démissionner. Alors que normalement, c'est à l'homme de partir, parce que c'est lui qui s'est rendu coupable d'un délit. Donc du coup, je pense qu'effectivement, parler est très important, mais si jamais vous ne sentez pas, les femmes ne sentent pas capables ou en sécurité ou dans la possibilité de le faire, que ce soit à cause du problème de l'entreprise ou mentalement, parce que les violences qu'elles ont subies sont trop fortes. Moi, je dis souvent, quand c'est comme ça, que il faut, il faut s'entourer de sororité. Il faut s'entourer, il faut parler. Il faut parler pas forcément à la direction dans ce cas-là, mais parler à ses collègues, parler autour de soi pour créer un espace de sororité, un espace de parole. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu. C'est quand les prises de parole sont multiples et soutenues, elles sont beaucoup plus fortes. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter à en parler et, euh, et à créer un groupe pour ça. Parce que souvent, aussi, le problème du sexisme, c'est par exemple, on va prendre les blagues sexistes, souvent. Euh, Il y a un homme qui va faire des blagues sexistes, tout le monde va rigoler, et celle qui se prend les blagues sexistes, genre, elle va rire poliment pour pas se faire discriminer. Mais si jamais, donc si elle répond toute seule, elle va se retrouver face au groupe et elle va se retrouver isolée. Mais si jamais elle en parle à d'autres personnes, à dire mais t'as remarqué, il fait toujours des blagues, tu pourrais pas m'aider, tu voudrais pas qu'on lui demande ensemble d'arrêter. Et la fois d'après, si jamais il y a plusieurs personnes qui opposent à cet homme qui fait des blagues sexistes, non, en fait là c'est pas drôle, est-ce que tu pourrais arrêter s'il te plaît? C'est lui qui va se retrouver en position d'infériorité. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là plus lui qui devra arrêter et qui devra se remettre en question. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier, notamment dans les grandes entreprises, sauf si malheureusement c'est les DRH, par exemple, qui sont dans des situations de violence, mais il ne faut pas oublier aussi que des fois, il y a les ressources humaines et les syndicats aussi qui peuvent appuyer. Il y a également des associations qui sont spécialisées, notamment dans les accompagnements psychologiques quand c'est nécessaire, mais aussi dans les accompagnements juridiques. Parce que le monde du travail, bah, ça reste un monde qui est codifié et qui est encadré par des décisions légales et par des lois. Et donc, du coup, c'est important que ces entreprises se conforment à la loi. Et en l'occurrence, la loi française, bah, elle interdit les violences sexistes et sexuelles. Là, on parle de violences sexistes et sexuelles, mais globalement, à la prévention de toutes les violences, puisque toutes les violences sont à prendre en charge au sein d'une entreprise pour faire en sorte que. Mais en fait, enfin, c'est tout con, hein, mais c'est pour le bien de l'entreprise. Parce qu'un employé qui n'est pas bien dans son travail, c'est un employé qui va faire moins bien son travail. Donc, du coup, s'assurer que tous ces employés euh, ne soient pas discriminés, ce serait quand même la moindre des choses pour que tous les employés se sentent bien, mais aussi pour que l'entreprise aille mieux, quoi. Depuis 2010, la lutte contre les inégalités salariales semble stagner. Mais tout n'est pas figé. La dernière mesure en date est celle de 2018. L'État oblige désormais toutes les grandes entreprises à publier un index de l'égalité hommes-femmes au sein de leur entreprise. Une grande majorité de ces compagnies ont obtenu un score supérieur à 75 sur 100. Plusieurs critères sont pris en compte comme l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l'écart de taux d'augmentation, l'écart de taux de promotion, ou encore le nombre d'hommes et de femmes parmi les 10 plus hauts salaires de l'entreprise. Donc cette mesure, elle nous montre qu'avec un peu de bonne volonté, tout n'est pas perdu. Mais la vraie question c'est, est-ce que nous pourrons atteindre l'égalité salariale avant la fin du monde?